lave. Un panache éruptif haut de plusieurs milliers de mètres. Ensuite, une immense fissure qui s'agrandit dans cette direction. Une faille colossale dans laquelle la mer s'engouffre et provoque une explosion violente, avec des coulées pyroclastiques qui recouvrent toute l'île. L'éruption de Santorin fut aussi violente que celle du Krakatoa qui se produisit en Indonésie en 1883. Et presque 10 fois plus forte que celle du Mont Sainte-Hélène en 1980. Le cataclysme fut meurtrier et l'arme du crime fume encore. Floyd McCoy nous emmène en bateau sur la caldeira, le cratère créé par l'effondrement de la partie centrale du volcan. « 3600 ans après l'éruption, on peut aisément vérifier que le volcan demeure actif. Selon McCoy, il explosera fatalement à nouveau. Ce n'est qu'une question de temps. Nous nous trouvons en plein centre du cratère. C'est ici même que la prochaine grande éruption peut se produire. Le volcan est en train de se reconstruire de l'intérieur. Que trouverons-nous à cet endroit dans, disons, 20 000 ans? Peut-être une grande île, une île immense. Elle ressemblera sans doute à ce qu'elle était à l'âge de bronze, avec de la terre au lieu de ces rochers nus, des arbres et peut-être une population humaine. Les signes révélant que le volcan est bien vivant et potentiellement dangereux sont omniprésents. Vous voyez, ça brûle. Oh, ce sont des gaz très chauds qui s'en échappent. Les dépôts jaunes sont du soufre et les blancs de l'oxyde de soufre. D'où provient cette chaleur qui surgit du sol? Elle provient du magma, des roches en fusion qui se trouvent sous la croûte terrestre. Tout a l'air calme, mais n'importe quel volcanologue sait qu'il y a du magma à faible profondeur sous nos pieds et qu'une éruption peut se produire à tout moment. Indéniablement, ce volcan est la cause de la destruction d'Akrotiri. Mais comment a-t-il pu provoquer le déclin de toute la civilisation minoenne dont le centre se trouvait en Crète à plus de 100 km au sud de Santorin? Le professeur Kostas Sinolakis a grandi en Crète. Enfant, il était déjà fasciné par la puissance de la mer. Plus tard, il est devenu spécialiste de l'un des phénomènes naturels les plus dévastateurs qui soient, les tsunamis. Or, on sait que les grandes éruptions volcaniques sont souvent à l'origine des tsunamis. Nous ne sommes pas certains de savoir scientifiquement ce qui s'est passé. Mais nous disposons d'une hypothèse très plausible. C'est comme ça que la science avance. On pense que le volcan a explosé et a détruit Santorin. Puis l'onde de choc se serait propagée dans la mer, créant un tsunami qui serait arrivé jusqu'en Crète, où il aurait provoqué des raz-de-marée dévastateurs pour les villes minoennes. And it severely impacted the Minoans. Dans la Méditerranée, Santorin était une base commerciale très importante à cette époque.
Un peu comme Hong Kong de nos jours. Le tsunami aurait-il pu détruire d'autres grandes cités minoennes? Il y a quelques années, son pouvoir dévastateur s'est hélas manifesté de manière tragique. En 2004, un tsunami a causé la mort de quelques 225 000 personnes sur les côtes de l'océan Indien. Quelques années plus tôt, un autre tsunami avait ravagé les côtes de la Turquie. L'idée d'une ville engloutie par la mer est loin d'être absurde. On a pu le constater en 1999 lors du tremblement de terre d'Izmit qui a tué 17 000 personnes. La civilisation minoenne a-t-elle servi de modèle à l'Atlantide de Platon? Akrotiri peut-elle être la véritable capitale des Atlantes? L'éruption de 1640 avant Jésus-Christ a détruit une culture qui présente beaucoup de points communs avec celle que décrit Platon. Brillante, prospère, ayant disparu soudainement, comme celle de Santorin. Les survivants auraient-ils rapporté leur histoire tragique lorsqu'ils ont trouvé refuge sur le continent? Cette histoire s'est-elle transmise de génération en génération jusqu'à l'époque de Platon? Les similitudes sont troublantes, mais aucune preuve formelle ne nous permet de l'affirmer. Santorin est-elle l'Atlantide? Difficile de répondre. L'Atlantide est une légende. La légende est-elle née d'une réalité? S'agit-il de cette réalité précise? Impossible à dire. C'est une histoire magnifique. J'aimerais y croire, mais je suis un scientifique. J'ai besoin de preuves formelles. Et je n'en ai pas encore vu. Pour de nombreux chercheurs, il est même superflu de chercher à prouver que l'Atlantide et Akrotiri ne sont qu'un seul et même lieu. Ce qui importe, c'est de comprendre pourquoi le mythe d'une civilisation florissante et soudainement disparue a pu marquer les esprits du temps de Platon et jusqu'à nos jours. Si on veut à tout prix trouver une réalité historique à l'origine du mythe de Platon, la civilisation minoenne est sans conteste un bon candidat. Mais la science est-elle capable de fournir une explication aux indices troublants qui laissent supposer l'intervention d'êtres supérieurs dans les cultures égyptiennes ou mayas? Peut-on délibérément ignorer des hiéroglyphes représentant des objets aussi modernes? Et que dire de sculptures qui semblent défier toute interprétation rationnelle? Le mythe du continent disparu, d'une Atlantide utopique et sophistiquée, balayée par un cataclysme, fascine les hommes depuis des siècles. Même les plus sceptiques apprécient la légende. L'Atlantide est l'un des mythes les plus captivants de tous les temps. Pour autant, doit-on nécessairement supposer que les Atlantes, ou leurs cousins de l'espace, sont les bâtisseurs des grands monuments antiques?
Le plateau de Gizeh et la péninsule de Yucatan sont parmi les sites les plus fouillés du monde. Or, aucun archéologue n'a trouvé le moindre artefact portant l'inscription « Nous sommes les Atlantes et nous avons construit ceci ». Rien de tel jusqu'à présent. Pourtant, certains détails troublants nécessitent une explication. Les hiéroglyphes d'Abydos comptent parmi les plus étranges. Certains reconnaissent le dessin d'un hélicoptère, un sous-marin, une soucoupe volante. L'existence de tels engins était-elle connue dans l'Égypte ancienne? À l'évidence, non. Ces figures sont en fait le résultat d'une superposition d'inscriptions. À l'origine, le temple d'Abydos était consacré au pharaon Séti. Mais plus tard, des inscriptions à la gloire de Ramsès II ont été gravées par-dessus les premières. Des parties en relief se sont ensuite effritées avec le temps et ont formé ces figures étranges. De simples hiéroglyphes superposés et qui peuvent parfaitement se passer de toute technologie extraterrestre. Et qu'en est-il du trésor caché sous le Sphinx? La fameuse salle des archives dont la découverte fut annoncée par le médium Edgar Cayce. Les images radar de Bill Brown laissent-elles supposer son existence? La salle des archives existe vraiment. Et je pense que nous serons en mesure d'en apporter la preuve dans un avenir proche. Mais les égyptologues ne retiennent pas encore leur souffle. Ils ont beaucoup creusé et très profondément dans cette zone, en vain. Je sais que beaucoup de gens pensent qu'il existe une salle des archives de l'Atlantide cachée sous les pattes du Sphinx. Mais jusqu'à présent, on a beaucoup fouillé, sans rien trouver qui puisse nous laisser supposer son existence. On trouvera peut-être quelque chose un jour, qui sait, mais j'en doute. En attendant de trouver les archives des Atlantes, il est préférable de laisser aux Égyptiens le bénéfice du doute et porter à leur crédit la construction de monuments qui comptent parmi les plus prodigieux du monde antique. Pourquoi faire appel à des extraterrestres alors que les Égyptiens de cette époque étaient parfaitement capables de les construire eux-mêmes? Peut-on dire la même chose des monuments du Yucatan? L'anthropologue George Erickson est convaincu que les moustaches ou les trompes de certaines statues sont la preuve de la présence des Atlantes chez les Mayas. Il y a beaucoup d'indices qui me portent à croire que les Atlantes sont venus au Yucatan et ont légué une partie de leur savoir aux Mayas. Le spécialiste de la culture maya, Jeff Plumster, n'est pas du même avis. Rien ne prouve que les premiers habitants du Yucatan étaient des navigateurs venant d'un lieu appelé Atlantide, situé dans la mer des Caraïbes. Comment expliquer alors l'aspect des masques de Coonlich? Le masque de Coonlich représente le dieu du soleil maya, Kinish-Ao. Il est parfois représenté avec des sortes de volutes de part et d'autre de la bouche. Elles peuvent représenter de la fumée ou de la vapeur, ou encore des serpents. Mais pas une moustache. En outre, rien ne prouve que les Mayas étaient imberbes.
L'idée que les Mayas étaient totalement imberbes est complètement erronée d'après moi. Si vous allez dans des communautés mayas aujourd'hui, au Mexique ou au Guatemala, vous pourrez constater que les hommes ne sont pas imberbes et qu'ils portent parfois la moustache. Parfait. Et qu'en est-il des éléphants du temple d'Uxmal? Les pachydermes des Atlantes auraient-ils foulé le sol du Yucatan à une époque lointaine? Ces têtes ne sont pas du tout celles d'éléphants. Il s'agit d'un mélange d'éléments physiques réels et imaginaires représentant des créatures appartenant à l'univers surnaturel des Mayas. Par exemple, les prétendues trompes d'éléphants peuvent représenter des becs d'oiseaux, des reptiles ou des tapirs, animaux que les Mayas connaissaient bien. L'océanographe Richard Ellis est loin d'approuver la théorie d'Erickson au sujet de la comète ayant détruit l'Atlantide dans la mer des Caraïbes. À mon avis, cette histoire au sujet de l'Atlantide est ridicule. La géologie et la formation des Caraïbes, du Mexique et de Cuba sont bien connues, et rien ne laisse supposer qu'un tel phénomène se soit produit. En outre, l'Amérique centrale semble assez éloignée des références géographiques dont pouvait disposer Platon. L'Atlantide dans le Yucatan? L'Atlantide peut se trouver là où vous aurez décidé de la placer. Est-ce vraisemblable? Non, je ne pense pas. Il est plus plausible de supposer qu'elle se trouvait dans un endroit connu de Platon. Comme par exemple l'île de Santorin. La brillante civilisation minoenne correspond assez bien aux descriptions de Platon, mais d'autres détails ne cadrent pas du tout. Platon parle d'une île vaste comme un continent plus grand que l'Asie. Santorin est loin de correspondre à la description. De plus, l'éruption qui détruisit Santorin eut lieu 9 siècles seulement avant la naissance de Platon et non 9 millénaires. Certaines pièces, certains éléments cadrent parfaitement avec l'histoire. Et d'autres pas du tout. En pourcentage, je dirais que c'est du 50-50. Impossible d'être catégorique. On ne peut pas choisir uniquement les éléments qui vous arrangent en écartant tous les autres. Ah. Mais les passionnés ne s'avouent pas facilement vaincus. L'exemple de l'homme qui découvrit le site de la ville de Troie, théâtre des récits d'Homère, est réconfortant pour les mordus de l'Atlantide. En 1873, l'aventurier allemand Heinrich Schliemann exhuma les vestiges de l'ancienne Troie, prouvant que l'Iliade et l'Odyssée étaient basés sur des faits réels. George Erickson nous rappelle que la plupart des érudits de l'époque pensaient que Schliemann était fou de suivre les indices fournis par d'anciens poèmes épiques. Et ils avaient tort. Heinrich Schliemann a montré à tout le monde qu'on ne devait pas se contenter d'un statu quo et qu'il fallait continuer à chercher des réponses plausibles. Mais pour les sceptiques, les réponses doivent être étayées par des preuves formelles.
Je me pose une question. Si les Atlantes sont venus en Égypte, pourquoi n'ont-ils laissé aucune trace de leur passage, de leurs bateaux, de leurs outils ou de leurs instruments de navigation, quels qu'ils soient? Le mystère demeure. Platon a peut-être fabriqué de toutes pièces une légende, ou les vestiges d'une civilisation disparue attendent peut-être qu'on les découvre quelque part. Il est très probable que Platon ait voulu écrire une fable morale et qu'il a utilisé l'histoire de l'Atlantide pour illustrer la vanité d'un peuple trop ambitieux. Je pense que l'Atlantide a réellement existé et je crois que dans les 10 prochaines années, nous allons découvrir des preuves de son existence absolument étonnantes. Jusqu'au jour où quelqu'un trouvera quelque chose que l'on peut toucher ou photographier et dira « Ceci ne peut provenir que de l'Atlantide ». Jusqu'à ce jour, je n'en croirai pas un mot.